De Chambéry, c'est 140 000 euros qui sont investis pour la rénovation de ce rocher d'école qui forme les apiculteurs de demain. Également pour la formation, donc les 18 agents du service Espace Vert qui ont été formés sur l'abeille sauvage et sur les pollinisateurs. Je tiens ici à remercier notamment les services d'Espace Vert par son directeur. On est stable depuis 2014 sur à la fois les coupes et les plantations d'arbres. Et si nous n'avions pas eu les tempêtes, nous aurions été largement en positif sur les plantations d'arbres. On change, on passe du coup aux mobilités, notamment les mobilités de roues. Vous avez la photo du compteur de la Palais de Justice. Où l'on découvre tous les jours les chiffres impressionnants du nombre de vélos qui circulent sur cet axe. Donc ce qu'on peut noter, c'est un engouement toujours aussi fort et important des vélos, du déplacement de route sur Chambéry, avec des chiffres d'une amélioration de 8,6% sur l'ensemble des 10 compteurs que possède la ville de Chambéry. Si on part de 2014 jusqu'à 2019, on note une amélioration de plus de 21% sur notre ville. Le compteur notamment du Palais de Justice affiché en 2019 le chiffre de 564 000 passages, donc en hausse de plus de 10% par rapport à 2018. Le nombre d'arceaux à vélo sur la ville de Chambéry a aussi été largement augmenté, puisque vous savez qu'il faut aussi pouvoir à la fois se déplacer mais poser son vélo en toute sécurité. Et donc c'est plus de 200 arceaux qui ont été installés en 2019. Et donc c'est l'ensemble de cette politique qui est récompensée sur la ville de Chambéry par le maintien de la deuxième place donc au baromètre des villes cyclables pour notre strate. Donc je tiens à souligner et à féliciter l'ensemble des services de la ville, de l'agglomération, et également Josiane en charge de cette thématique à l'agglomération, qui a été l'une des artisans de ces actions et de ce développement important du vélo. Toujours dans les mobilités, le réseau de transport en commun qui voit sa fréquentation continuer à accroître, puisque là nous sommes à plus de 5% de fréquentation sur les lignes chrono entre 2018 et 2019, et sur la globalité du réseau, plus de 3%, donc des très bons chiffres qui montrent et qui prouvent que les actions que nous avons mises en place réussissent sur Chambéry. Également les abonnements annuels et les abonnements mensuels qui sont en forte hausse. Le Vélobus, vous le découvrez tous les jours dans Chambéry, vous le voyez tous les jours, et là aussi continue à voir son nombre d'utilisateurs augmenter, puisque là on est en 2019 8 947 courses. Véhicules, toujours là on est sur les bornes de recharge pour véhicules électriques. Donc vous avez le nombre d'utilisations et également l'énergie utilisée sur ces bornes. Donc, ce qu'on peut noter, c'est qu'on a un nombre croissant d'utilisateurs sur ces bornes. Vous avez le graphique en bas. Ce qui est intéressant à noter, c'est que 60% de l'utilisation des bornes est portée par les bornes qui se situent à la piscine et au manège. Et donc on peut également noter que 3 nouvelles bornes ont été installées dans le parking du château depuis le mois de décembre. Donc on peut pressentir l'augmentation future à la fois du nombre d'utilisateurs et du nombre de véhicules électriques sur notre territoire. Le véhicule, toujours avec le stationnement, là vous avez l'évolution du stationnement payant sur la ville de Chambéry et également un graphique qui représente l'évolution des rotations des véhicules par place et par mois, avec notamment on voit une utilisation importante des 30 minutes gratuites que nous avons mis en place. Ce qu'il faut noter sur ces deux graphiques, c'est notamment l'évolution du nombre de stationnements payants
suite à la nouvelle politique que nous avons mis en place et l'élargissement de la zone verte, notamment. Et puis en 2017, aussi la mise en enclos de l'esplanade de l'Europe. Et à l'automne 2017, avec l'arrivée du parc, la mise en enclos du parking Barbeau, puis de Berlin, et également de Cassine aujourd'hui en travaux. Le rapport de situation en matière de développement durable pour l'année écoulée, en fait cette année on en a eu deux. C'est pas mal finalement. On a eu celui qu'on avait comme tous les ans dans le livre bleu, c'est-à-dire un long inventaire de mesures, d'activités, enfin des choses intéressantes mais qui ne forment pas un tout. Et surtout celui qu'on avait comme tous les ans dans le livre bleu, c'est-à-dire un long inventaire de mesures, d'activités, enfin des choses intéressantes mais qui ne forment pas un tout. Et surtout, aucun indicateur permettant de suivre les résultats sur la durée d'une politique. Et puis là, on a eu un diaporama qui nous apporte des choses complémentaires, souvent utiles. C'est surtout dans les premières diapositives où on a en effet des indicateurs, des choses qu'on avait un peu l'habitude de voir jusqu'en 2013, et puis mon voisin Henri Dupassieux les demandait tous les ans. Finalement, faites patience, ça a fini par marcher, ça a été actualisé. Et je crois que c'est une bonne chose. Pour le reste, on a eu de jolies images, des belles photos qui illustraient ce qu'on a vu dans le long inventaire. Alors, ce que je remarque, malheureusement, j'aurais bien aimé avoir les indicateurs avant parce qu'on aurait pu les étudier sérieusement. Je remarque quand même qu'une bonne partie des progrès significatifs arrivent en 2014-2015, c'est-à-dire ce sont les effets de la mise en service de la chaufferie à biomasse de Bissy qui a été lancée à la fin du mandat précédent et qui a été mise en service au début du mandat. Le bilan des arbres est intéressant. On voit qu'on est à peu près équilibré. On oublie juste de pondérer, alors ça demanderait un peu de réflexion pour savoir comment on fait, mais de pondérer des arbres adultes qui ont été coupés avec leur capacité de stockage de CO2 et d'ombre, et des arbres jeunes qui ont été plantés, qui feront sûrement la même chose dans quelques années, s'ils grandissent bien. J'ai beaucoup apprécié l'hommage de M. Chasteau également aux riverains de l'école Joppet, qui, grâce à leur mobilisation, ont fait qu'un projet de réfection de cours qui était prévu 100% imperméable et en enrobé est devenu un projet pilote, d'une certaine façon. On a perdu un an, mais je crois que ça valait le coup, avec au moins 25% de surface perméable. Ça aussi, c'est un progrès notable. Le parking Rabais, il va donc apporter 500 places de plus, ça on le sait. Il va permettre, en effet, je l'espère bien, de supprimer la centaine de places du début pour faire des voies réservées aux bus et aux vélos, ça c'est sûrement un progrès. Boulevard du Théâtre, oui. Peut-être à Lyon, j'ai entendu ça depuis le temps qu'on en parle, c'est bien. Bon, ça sera peut-être sur le prochain mandat. C'est-à-dire qu'on ajoute 500 places. On va peut-être en supprimer 200 pour donner de la place au mode alternatif. Donc ça fait un solde net de plus 300
faire rentrer encore des voitures en ville. Je ne suis pas convaincu qu'on s'inscrive réellement dans la déclaration d'urgence climatique que nous avons votée il y a pas très longtemps. Et puis, vous n'avez pas parlé d'open data cette année, mais c'était dans le rapport écrit. Alors, je les ai regardés, j'ai pris un peu de temps. Moi, j'aime bien l'open data, je crois, M. Chassot, c'est un point commun, je pense que c'est une bonne voie, il faut poursuivre dans cette direction. Il y a 38 jeux de données sur données.grandchambéry.fr. J'ai cherché des indicateurs de développement durable. Coordonnées et ouverture au public des mairies, mairies de quartier et mairies des 38 communes. Ça doit être le bon. Toilettes publiques sur la ville de Chambéry, peut-être pas. Jeu de données qui identifie sur le territoire de Grand Chambéry, soit 10 communes, les lieux et types de manifestations organisées à l'occasion de la Journée européenne du patrimoine 2019. C'est pas celui-là non plus. Lieu de dépôt du magazine d'information CEMAC, de la communauté d'ados de Grand Chambéry, etc. Bon, voilà, franchement, j'ai pas trouvé grand-chose. Finalement, alors, quand j'avais préparé ça, j'avais vu une note d'espoir, non, il y en a deux. Finalement, les anciens indicateurs, quand on y met un peu de bonne volonté, on arrive à les poursuivre, ça c'est une bonne chose. Et puis, c'est la dernière présentation du rapport sur le développement durable de ce mandat, ça c'est une deuxième note d'espoir. Monsieur Chérillon. Oui, merci, monsieur le maire. Bon, c'est vrai qu'Alain Carato a eu raison de préciser que c'est toujours problématique en termes de préparation du conseil municipal de ne pas avoir les mêmes documents que les élus majoritaires. Voilà, donc ne serait-ce que cette dernière diapositive qui est visible là, rien dans le livre bleu du conseil municipal. C'est dommage parce que ça nous permettrait de voir quels sont vos projets. Même si nous avons tous bien compris que c'était ça la démarche aujourd'hui, c'était de montrer vos projets. Je continuerai en m'associant à nouveau à ce qu'a dit Alain Caraco sur la question des indicateurs. Alors moi je suis arrivé un petit peu en retard parce que j'étais au travail et j'ai raté certainement 2-3 diapos d'indicateurs, mais bon, j'ai souvenir effectivement d'une époque où il y en avait. Je regrette que pendant ces 6 ans, nous n'ayons pas eu d'indicateurs qui permettent d'évaluer véritablement la politique. Et ce regret, je l'accompagne d'un deuxième regret, qui est un regret que le 21 octobre 2019, lors du conseil communautaire, eh bien, nous n'ayons pas, vous n'ayez pas retenu en fait la proposition que je faisais à l'époque de créer sur le territoire de l'intercommunalité un groupe d'experts sur l'évolution du climat, ce qu'on appelle un GIEC. Voilà. C'est un dispositif qui me paraît fondamental parce qu'indépendant, partenarial, en lien étroit avec les services, avec l'université de Savoie, Mont-Blanc, et je crois que c'est un outil indispensable pour analyser, coordonner, rythmer, évaluer les actions les plus pertinentes à engager d'urgence, mais aussi celles qu'il faut engager à moyen terme et à long terme. Car sans cela, il n'y a pas de réponse sérieuse à la bonne échelle à ce que nous craignons tous, c'est-à-dire cette dégradation climatique que nous constatons quotidiennement, et c'est certainement pas aujourd'hui, 10 février, qu'on va ressentir les choses différemment, parce qu'on a l'impression d'être déjà au printemps. Quelles doivent être, au fond, les priorités immédiates? Quelles doivent être les actions de longue haleine? Difficile de le savoir sans un véritable diagnostic et de véritables études. Alors, vous nous produisez une liste, enfin la seule liste que nous avons eue, qui n'est pas très ergonomique, on peut le dire comme ça, la seule liste que nous avons eue est une liste de bonnes intentions et de bonnes actions. Mais sont-elles la réponse judicieuse? Et là, franchement, je pense qu'un groupe d'expertise serait le bienvenu pour nous aider à phaser, à hiérarchiser quelles sont les bonnes actions. Parce qu'à vous lire et à vous écouter, et nous le faisons quasi religieusement depuis 6 ans, il paraît évident, il fallait que je le fasse, il paraît évident que la question environnementale n'a pas été au cœur de vos préoccupations et de vos priorités. Pas un seul mot sur la transition écologique, je le rappelle, je l'ai déjà dit en septembre, pas un seul mot sur la transition écologique dans vos rapports d'orientation budgétaire depuis 6 ans, alors que c'est quand même là que se définit et s'inscrit
s'inscrivent les priorités d'un mandat. Vous avez fait le choix d'inscrire d'autres priorités, mais pas celle-là. Alors chacun lira votre liste d'actions avec à l'esprit quelques moments tout de même emblématiques de ce mandat, puisque vous avez décidé ce soir de faire un bilan de votre mandat. On va continuer. Je ne les listerai pas tous, parce qu'autrement nous risquons d'y passer vraiment beaucoup de temps. Mais je vais en rappeler quelques emblématiques qui me semblent être en totale contradiction avec ce que parfois vous annoncez par-ci et par-là. La place de la gare. Résultat. Du bitume à la place des arbres, moins de 10% aujourd'hui de surface ombragée, alors qu'avant on était entre 40 et 50%. Sur les 3500 m², de la place. Suppression des espaces verts du pont de Bissy, derrière le centre funéraire et le stade municipal actuel, pour en faire un rond-point minéral. Et une nouvelle route qui sera bientôt saturée et qui servira certainement à aspirer pas mal de voitures. Création d'une voirie nouvelle, l'a-t-on oublié, boulevard de la Colonne, qui a nécessité la coupe d'un certain nombre d'arbres, certes, mais qui surtout est à l'encontre des intentions que vous présentez ce soir. Création d'une voirie nouvelle, je le redis, et qui s'est accompagnée d'une tentative de votre part, heureusement qui a échoué, d'abattre l'ensemble de l'alignement du boulevard de la Colonne. Heureusement, une étude ONF à la demande, monsieur le maire, je lis vos documents de campagne aussi, mais à la demande des habitants, a montré qu'il y avait là pas péril dans la demeure immédiate. Tentative, évidemment, je ne peux pas ne pas en parler, tentative de construction de 5 immeubles sur les 2 parcelles qu'il est convenu maintenant d'appeler Parc de Bellevue, à quelques mètres, quelques encablures de l'hypercentre, un véritable îlot de fraîcheur, puisque vous en parlez par ailleurs, heureusement stoppé là encore par la mobilisation des habitants du quartier, qui sont venus jusqu'ici pour être entendus. Cela ne vous a pourtant pas empêché de leur faire dès le lendemain une très belle lettre que j'ai aussi reçue d'ailleurs, puisque je suis habitant du quartier, vantant votre détermination à préserver ces espaces verts. Je vais évidemment me répéter encore une fois en déplorant que vous n'ayez pas eu la volonté de l'agrandissement du parc du Vernet et de la réouverture de la perspective de la rue Nicolas Parent, en procédant à l'acquisition du bâtiment de la poste centrale pour en assurer le portage le temps nécessaire et envisager sa démolition à terme. Je reparlerai aussi, je le dis très clairement, c'est une véritable occasion manquée d'une plus grande présence de la nature en train. Sans parler de la gare routière actuelle, assurément mal située, qu'il serait préférable de transformer en îlot de fraîcheur là encore, ou en micro-forêt urbaine. Ce sont des dispositifs aujourd'hui qui sont très intéressants et qui, de l'avis des experts, peuvent apporter beaucoup de réponses à notre échelle à l'urgence climatique. Enfin, Alain Caraco l'a évoqué, construction des 7 étages du parking de Ravet pour compléter la bétonisation et la densification extrême des portes de Mérande, avec tout de même le déplacement, la suppression puis le déplacement de la farandole qui bénéficiait d'un jardin et qui maintenant se retrouve au rez-de-chaussée d'un immeuble sans espace vert. Destruction dans le même secteur du petit square arboré qui verra bientôt, si vous êtes reconduit, si les Chambériens vous font à nouveau confiance, qui verra bientôt une tour de 10 étages, bien sûr, juste à la sortie du pont des Amours quand on monte. Voilà, je vous lis avec beaucoup d'attention, j'ai toujours autant d'attention et de rigueur, même quand ce sont vos documents de campagne, et franchement, vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère. Donc, vous voulez végétaliser, je prendrai ce dernier exemple, puisque là aussi Alain en a parlé, vous voulez végétaliser les cours d'école, toutes. Mais où sont les actes quand vous faites abattre 9 arbres sur 13 dans les cours d'école Simone Veil? J'aimerais bien qu'on commence à l'appeler véritablement par son nom. Ils étaient immenses, produisaient une ombre indispensable, là encore on parle d'îlot de fraîcheur. Vous en avez replanté 7. Grâce à l'action des habitants, des riverains et d'un certain nombre de citoyens, le projet et du conseil d'école, le projet a été amendé, mais il n'empêche que nous avons
sur ce projet un fond d'enrobé bien noir. En somme, si je comprends mieux maintenant votre méthode au bout de 6 ans, au fond, vous foncez, bille en tête, persuadé que votre idée est la bonne, sans impliquer les habitants, les riverains, normal, c'est vous le maire, c'est vous le chef. Et puis, de temps en temps, on ne sait pas trop pourquoi, sur tel projet plutôt que sur tel autre, eh bien, face à l'incompréhension, certainement, vous stoppez tout. Et vous affirmez que vous allez écouter après coup, bien trop tard. Voilà. Vous pouvez faire toutes les listes de bonnes actions, de bonnes intentions que vous souhaitez, votre bilan est bien maigre et mériterait certainement un peu d'humilité. Moi, ce sera une remarque générale. Ce soir, je me suis interrogé si je venais à un conseil municipal comme tous les mois ou à une réunion publique candidat maire sortant. Il y a quand même 4 rapports, plus le budget, à moi qui nous sont présentés, des rapports importants, celui-là, le développement durable. Il y a l'action Cœur de Ville, qui est quand même signé depuis 2018, mais certainement avant. Il y a le projet éducatif territorial, 2018-2021, de mémoire, on est en 2020, on nous présente maintenant, et un nouveau plan local, c'est du nouveau celui-là, d'éducation artistique et culturelle. Alors c'est pas mal, on comprend bien ce qu'on va écouter ce soir. En fait, c'est votre bilan et quelques pistes à venir comme candidat. Je trouve quand même qu'il faudrait un peu de retenue quand même à un mois des élections et puis présenter un budget, un mois aussi avant les élections. C'est pas très démocratique à mon avis, c'est mon point de vue. Alors je comprends bien qu'il y a la continuité, je comprends bien qu'il y ait la continuité de l'action publique, mais ça fait quand même un peu de propagande. Oui, ça fait un peu de propagande. S'il y a des réactions, ça veut dire qu'on se trompe pas souvent. Et je pense que le préfet appréciera aussi un certain nombre de délibérations qui nous sont proposées. Je ne porte pas de jugement sur ce que vous avez pensé, vous l'avez présenté, puisque tout va bien, et je pense que donc la soirée, la longue soirée, ça va être ce rituel qui va nous être répété, et maintenant on attend avec impatience dans un mois pour voir ce que vont dire les chambres. Important que nous avons développé au cours de ces dernières années. Monsieur Serino, c'est pas parce que c'est pas en assénant des phrases fausses que ça devient forcément des vérités. Je vous le confirme. Au fur et à mesure de ces 6 années, on a pu le voir à travers les propos que vous avez tenus ici. La préservation de l'environnement, c'est bien au cœur de nos préoccupations et au cœur en particulier de mes préoccupations, même si au dernier conseil municipal, certains autour de la table avaient mis en cause la sincérité des actions qui ont été mises en place. Vous avez souligné un certain nombre de projets. Permettez-moi d'y répondre et peut-être d'apporter une vision légèrement différente de la caricature que vous avez voulu mettre en avant. La place de la gare, par exemple. Je ne sais pas si vous avez la mémoire courte, mais la place de la gare, effectivement, il y avait peut-être quelques tilleuls, c'était une gare routière. Une gare routière, voilà. Une fois que la gare routière a été supprimée, c'était devenu un parking sauvage. Alors oui, les voitures étaient peut-être sous des arbres, mais c'était un parking sauvage. Et aujourd'hui, je ne vois pas un seul chambérien regretter l'époque de la gare routière devant la gare de Chambéry. Et c'est bien la qualité environnementale de la place de la gare qui a été privilégiée, à la fois en replantant des arbres, mais aussi en replantant des arbustes, oui, des arbustes, de la petite végétation. C'est bien comme ça que l'on améliore la biodiversité en Chambéry, pas simplement en mettant sous cloche la ville de Chambéry, en ne touchant à rien, comme vous l'avez fait pendant des années. 25 ans. C'est ça, 25 ans. Oui, 25 ans. Allez,
vous aide un peu parce que je crois que ça... Également, vous avez souligné les travaux qui sont en cours sur l'avenue du repos. Ça s'appelle l'avenue du repos, l'axe que vous avez indiqué. Moi j'aime bien. L'avenue du repos, l'élargissement effectivement de la voirie, elle n'est pas faite pour le plaisir d'élargir la voirie. Elle est faite pour créer un écoquartier, l'écoquartier du Pétrotex, et qui verra la circulation à l'intérieur de ce quartier uniquement réservée à la desserte du quartier. Permettez-moi de souligner que je préfère une circulation le long de bureaux ou d'un cimetière plutôt qu'à l'intérieur d'un écoquartier où 900 logements seront mis en œuvre et où nous avons notamment une école. Je préfère voir la circulation sur l'axe sur l'avenue du repos plutôt que sur l'axe passant devant l'école du stade. Si, c'est la question, puisque la question elle est de savoir où est-ce qu'on reporte la circulation. Lorsqu'on veut améliorer un quartier, il faut travailler en élargissant le point de vue et pas en regardant uniquement une voie de circulation. C'est bien ce travail-là qui a été fait pour l'écoquartier de Pétrotex, et je reviendrai, vous ne l'avez pas souligné, mais c'est normal d'être dans la minorité. Vous n'avez pas relevé le parc de Blainville, par exemple, la création d'un parc urbain le long de l'axe de la Leste. Vous auriez pu souligner ça au lieu de souligner les quelques arbres qui ont été coupés sur l'avenue du repos. Au contraire, des très nombreux arbres qui vont être plantés dans le parc de Blainville. Vous avez parlé du boulevard de la Colonne, vous avez juste oublié de souligner qu'avant il y avait 900 bus qui tournaient autour des éléphants. Là aussi, par jour, là aussi, on a amélioré la qualité de vie des Chambériens. C'est pas le sujet. Vous avez c'est mon sujet après. Vous avez souligné Bellevue. Là aussi, on ne peut pas dire tout et son contraire, M. Serino, sur Bellevue. Vous nous reprochez de ne pas écouter à certains moments les habitants. Et là, lorsqu'on les écoute, vous nous reprochez aussi de les avoir écoutés. Donc oui, on a écouté les habitants sur Bellevue et oui, on a préservé ces parcelles de l'urbanisation. Je ne reviendrai pas sur Jopé parce que là aussi, M. Serino, vous focalisez sur les arbres qui ont été coupés dans la cour de l'école de Simone Veil. Là aussi, on a amélioré la cour de cette école, on a amélioré la perméabilité de cette école, on a amélioré les usages de cette école. Vous avez des enfants qui sont en fauteuil roulant, ils ne pouvaient plus accéder à l'enfant de la cour. Aujourd'hui, ils le peuvent, ils ne pouvaient plus jouer, faire du sport dans la cour de l'école. Aujourd'hui, ils le peuvent, ils ne pouvaient pas jardiner dans la cour de l'école. Aujourd'hui, ils le peuvent, ils ne pouvaient pas garer les vélos à l'intérieur de manière sécurisée. Aujourd'hui, ils le peuvent. Donc, la cour d'école de l'école Simone Veil a bien été largement améliorée. Alors, monsieur Serino, je sais que vous revenez régulièrement sur les experts, ce comité d'experts. Les experts, aujourd'hui, on les a. C'est les services de la ville de Chambéry. Je sais que vous avez, vous doutez toujours, et je reprendrai ce que vous avez dit au cours notamment d'une réunion au pôle métropolitain, les experts, aujourd'hui, sont dans les services de la ville. Ils ont des compétences, il faut s'appuyer là-dessus. Et nous appuyons sur ces compétences-là, nous leur faisons confiance, et c'est eux notamment qui ont élaboré l'ensemble de ces indicateurs, suivis tous les ans, puisque là aussi, même s'ils vous n'ont pas été présentés au cours des dernières années, mais on n'a pas racheté au dernier moment. Ils ont été suivis chaque année. Donc, nous nous appuyons sur les expertises des agents de la collectivité. C'est là aussi la grosse différence entre nous. Vous avez eu tendance à faire appel à un certain nombre de bureaux d'études pour doubler le travail des services de la ville. Monsieur Caraco, je l'ai dit, oui, il y a un suivi chaque année qui est effectué. Voilà. Là, effectivement, c'est la mise à jour sur les 6 ans du mandat. Mais chaque année, les services suivaient l'ensemble de ces indicateurs. Alors, c'est normal, c'est le jeu qui veut ça. Vous avez indiqué, effectivement, sur les courbes d'amélioration,
que c'était la mise en place de la chaufferie bois de Bissy qui avait permis notamment d'améliorer le taux d'ENR sur notre réseau de chaleur. Bien évidemment, personne n'a renié ici le travail qu'a réalisé Henri Despacieux avec le réseau de chaleur au cours des années précédentes. Et dans 4 ou 5 ans, les indicateurs qui seront présentés, et ben vous verrez le travail qu'on a ici mené avec le réseau de chaleur, et vous verrez les courbes continuer à descendre, et on verra qui sera à votre place, et qui relèvera effectivement que le travail qui a été mené, et ben c'est aussi les actions de ces 6 dernières années qui portent ses fruits. Vous avez indiqué effectivement, la présentation fait état d'un certain nombre de projets. Ben oui, désolé d'avoir des projets, désolé d'avoir des actions, et aujourd'hui qui sont effectivement mises en place, financées, prévues. Là vous avez les axes de l'année 2020, mais oui, nous avons des actions, oui, nous menons des projets, et oui, ils vont dans le sens de l'amélioration de la qualité de vie à Chambéry, et c'est bien ce qu'on présente depuis 6 ans, Monsieur Fajot. Depuis 6 ans, vous avez une présentation à travers un PowerPoint, à travers des images, des actions qui sont menées sur la ville de Chambéry. Il n'y a pas de nouveauté depuis ces 6 dernières années. Ça a toujours été, en tout cas sous mon mandat, ma méthode de travail, ma méthode de présentation, et elle continuera. Bonsoir à tous. J'apprends avec satisfaction que l'ensemble des indicateurs qui avaient été mis en place dans le cadre du rapport de développement durable, c'est 35 que je vous ai raconté. Alors peut-être que 35 n'ont pas été suivis, je vous en tiendrai par rigueur, mais si vous en avez suivi au moins une trentaine, Monsieur Chassot, aussi bien que ceux que vous avez présentés ce soir, les 6 ou 7, j'aimerais bien effectivement avoir communication, avoir la fin du mandat si c'est possible, il vous reste 5 semaines. Deux points très rapidement. Monsieur Chassot, quand on présente quelque chose en conseil municipal, les documents, on les donne aux conseillers municipaux. J'imagine que vos collègues, vos 34 collègues, les ont eus, et il était naturel que ces documents qui nous ont été présentés ce soir puissent être présentés à l'ensemble du conseil municipal. Ça, c'est injuste, c'est un point, c'est un reproche, c'est vrai, mais c'est un point. Sur le GIEC, oui, j'y tiens. C'est pas du tout une défiance ou je ne sais quoi vis-à-vis des services, bien au contraire, et je l'ai dit d'ailleurs, puisque c'est un lien encore plus étroit, mais c'est un lien encore plus étroit avec l'université. Nous avons à l'université des ressources fondamentales, des ressources de recherche, des ressources d'intelligence. Dommage de s'en priver, c'est tellement simple de le faire. Et puis, si on le fait au niveau national, j'imagine que c'est pas contre les services de l'État, c'est bien aussi pour avoir une vision un peu différente et complémentaire. L'environnement, il y a ceux qui parlent et il y a ceux qui font. Nous, on est dans l'opposition. Et les résultats se mesurent dans le temps. Monsieur Serino, sur les groupes de travail, en matière de climat, les choses ne se mesurent pas avec un dé à coudre ou avec une lentille. Les choses se mesurent à une échelle plus grande. Il existe dans ce département, piloté par le Conseil général, un groupe qui travaille sur les conséquences du changement climatique dans le département. Et nous avons accès aux travaux de ce groupe. Nous avons, à travers nos représentants au Conseil général, l'accès à un certain nombre de données. Il se trouve que, dans un cadre un peu plus large, qui était celui du comité de bassin de l'Agence de l'eau, j'ai co-animé un travail sur le changement climatique avec des gens du GIEC. Le point d'interrogation aujourd'hui, c'est ce trou de 150 km autour de Genève, où les précipitations, les mouvements climatiques sont différents de ce qui se passe dans le reste de la macro-région. Le constat est partagé par les scientifiques qui regardent, mais qui n'ont pas d'explication sur
Pourquoi ce rayon de 150 km autour de Genève? Donc, vouloir réunir à l'échelle d'une ville, fût-elle la capitale du département, à nous tout seuls, un groupe de scientifiques, au-delà de multiplier les réunions de conciliabules, les comités, etc., je ne vois vraiment pas ce que cela peut nous apporter. Par contre, à la lecture d'un certain nombre de documents, à l'écoute d'un certain nombre de scientifiques, notamment ceux du GIEC, nous voyons bien les perspectives sur lesquelles il faut travailler. Et les perspectives sur lesquelles il faut travailler, c'est des perspectives qui sont des perspectives au niveau international, ça nous dépasse. Au niveau local, je pense qu'effectivement, on aura l'occasion d'en parler ailleurs dans les semaines qui viennent. Parce que c'est un sujet qui, aujourd'hui, préoccupe l'ensemble de nos concitoyens, quelles que soient les catégories sociales, quel que soit l'âge. Je pense que ce qui vient de se passer en Australie ne fait qu'en rajouter. Donc on aura l'occasion d'évoquer ces questions dans d'autres débats. Ce qui compte en matière d'environnement, c'est non pas de regarder les indicateurs à l'année, c'est de les regarder dans le temps et de vérifier comment, dans le temps, les thermomètres évoluent. Si vous parlez de qualité de l'air, je trouve que celui qui a créé le réseau de mesure de la qualité de l'air, c'est dans les départements des Alpes-du-Nord, c'est celui qui vous parle. Ce qu'étaient les règles de calcul il y a en 94-96 quand on a créé le réseau, et ce que sont aujourd'hui les règles de mesure, elles sont complètement différentes. En matière d'eau, depuis 1970, on a dû changer 4 fois, si c'était 5 fois, le système de mesure de la qualité des eaux. Donc, ce qui compte, c'est de bien avoir en tête les différentes variations des réseaux de mesure et de voir comment, en prenant chacun et en regardant chacun des paramètres aux yeux des différents indicateurs, de voir les tendances générales. Sur la qualité de l'air, soyons extrêmement clairs, les règles ont évolué récemment et nous aurons sans doute à l'avenir dans le département beaucoup plus de jours rouges que nous en avons précédemment. Non pas que la qualité de l'air s'est dégradée, mais parce que les seuils ont été modifiés. Donc, il faut mesurer et avoir conscience du chemin qui a été parcouru, pas par le maire Chambéry, par l'action globale qui a été conduite dans le département en France depuis des années, notamment au niveau de la motorisation des véhicules, pour mesurer ses effets. Quand on regarde un sujet que je connais bien et que Henri Dupassieux connaît bien aussi pour y avoir travaillé, puisqu'on y a travaillé ensemble, qui est celui de la qualité de l'eau et de la qualité des eaux du lac Bourget. Il a fallu plus de 20 ans pour que les paramètres bougent. Aujourd'hui, on a effectivement des paramètres qui sont lisibles par tout le monde. Quand vous allez... Non, je vous ai dit, il faut 20 ans pour que les paramètres bougent. Il y a 50 ans de travail. Bon. Et la première grande évolution, c'est la mise en service de la galerie sous la montagne de l'Épine en 1980. Je connais toutes les courbes et toute l'histoire à peu près sur le bout des doigts. Aujourd'hui, il suffit que le public aille au bord du lac pour voir la transparence. Ça vaut tous les discours. C'est un roc. Et ce qui compte, me semble-t-il, c'est qu'effectivement, le grand public puisse mesurer les conséquences des efforts qui ont été faits. Pour moi, en matière d'environnement, il n'y a que ça qui compte, que le grand public puisse à la longue mesurer la pertinence des efforts qu'on lui a demandé. Parce que sur le lac du Bourget, ça a coûté, c'est le contribuable à travers sa facture d'eau qui a payé. Sur l'air, ça a coûté, c'est le contribuable qui a payé et c'est aussi le consommateur qui a payé. En termes de biodiversité, Aloïs Chassot a bien voulu s'arrêter sur ce sujet-là. Un peu comme le poisson dans l'eau, l'abeille est un indicateur. Elle est un indicateur de l'évolution de la biodiversité qui nous entoure. Et il est clair qu'aujourd'hui, dans les villes, l'effort qui est fait partout, notamment au niveau de la diversité des plantations, participe à la meilleure vie de l'indicateur.
on peut espérer que l'indicateur est aussi un reflet de ce qui nous impacte, nous les hommes, et que ça contribue aussi à l'amélioration de notre qualité de vie. Voilà tout ce que je veux dire sur ces questions d'environnement. L'environnement, c'est souvent beaucoup de discours, mais c'est d'abord beaucoup de technologie. Une technologie parfois très onéreuse, qui ne produit ses effets que dans la durée. Il faut que chacun ait bien conscience de cela.